La voix des alumni. MBS. Aujourd'hui, dans La voix des alumni, je reçois Laurent Kej, diplômé du PGE 1991 et désormais directeur du pôle tourisme pour Reworld Media. Bonjour Laurent et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, je peux te laisser te présenter et revenir sur les grandes étapes de ton parcours de avant Montpellier jusqu'à aujourd'hui ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Laurent Kej. J'ai été à l'école de commerce de Montpellier de 1988 à 1991. Ça paraît très loin maintenant. J'y suis entré d'abord en faisant une préparation. Et puis, donc, 3 ans de Subdeco. Et une année supplémentaire de 1991 à 92 en master en tourisme international. Et c'est ce master qui a ensuite déterminé ma carrière, parce qu'en fait, la caractéristique de ma carrière, c'est que je l'ai faite pour l'instant entièrement dans l'univers du tourisme, dans l'industrie du voyage et du tourisme. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu une passion pour les univers où on découvre d'autres cultures, des univers ouverts à d'autres formes de pensée et la mixité en fait, des gens. Je trouve ça super intéressant et enrichissant. Et j'ai tout de suite, ça a été une vocation en quelque sorte, eu envie de m'orienter dans cet univers et de faire finalement de ma passion mon métier. Et cette vocation d'ailleurs s'est créée pendant mes années Subdeco, donc merci à l'école de commerce, à Montpellier Business School, puisque c'est lors de mes années d'études à Montpellier que je me suis investi dans des projets associatifs, comme la réalisation de guides touristiques sur Montpellier, dans le cadre de la junior entreprise et du bureau des élèves. Et ça m'a donné vraiment le virus du tourisme et des voyages, et de travailler dans l'univers des loisirs, que je trouvais intéressant. Et donc, j'en ai fait ensuite mon métier, puisque j'ai commencé donc comme agent de voyage, puis guide accompagnateur de groupe. Puis, j'ai fait mon service militaire en coopération. Donc, j'ai fait un service civil de 2 ans en Italie, où d'ailleurs, j'ai appris une nouvelle langue et une nouvelle culture. J'étais responsable des relations presse de Maison de la France, qui était l'office de tourisme de la France à l'étranger, donc pour promouvoir la France comme destination touristique auprès des Italiens. Puis j'ai travaillé comme consultant dans un cabinet conseil d'ingénierie touristique pour notamment accompagner des projets d'aménagement de stations de montagne, de stations balnéaires, de destinations, pour les aider à évoluer et à mieux répondre aux attentes de leurs clients. Et puis ensuite, mon parcours a évolué. Pour l'instant, j'avais plutôt travaillé dans l'univers privé et je me suis ensuite orienté dans l'univers public. J'ai travaillé pour le Comité régional du tourisme d'Île-de-France pour m'occuper de la stratégie régionale du tourisme d'Île-de-France. Et ensuite, pendant une bonne période de 10 ans, j'étais directeur du tourisme de la ville de Paris, donc de la première destination touristique au monde, en charge de la stratégie touristique de la ville, donc de la définition des objectifs, de la stratégie, des moyens, du marketing, de tout ce qui concerne les relations publiques, accueil de journalistes ou de personnalités, et puis également de la prospective, donc savoir préparer Paris au tourisme de demain, et donc anticiper sur les besoins des nouvelles clientèles, y compris en termes d'aménagement et d'équipement. Pendant toutes ces années, j'ai reçu à mon bureau des jeunes entrepreneurs qui venaient me parler de toutes leurs galères de création d'entreprise. Quand on est jeune et on n'a pas forcément de carnet d'adresses, c'est toujours un peu compliqué de s'insérer dans un secteur professionnel. Et à l'époque, on parlait beaucoup moins de start-up qu'aujourd'hui, donc c'était beaucoup plus difficile de décrocher un entretien ou un prêt bancaire ou bien une autorisation sur l'espace public pour pouvoir tester son produit ou son service. Et donc, moi, je faisais mon job. Je les aidais donc à ouvrir toutes ces barrières par un simple coup de fil, souvent. Et pendant toute cette longue période de 10 ans, donc ça s'est vraiment fait sur plusieurs années, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait là quelque chose à faire et à creuser pour accompagner les jeunes dans leur création d'entreprise, basée notamment sur de l'innovation, pour permettre à Paris de renforcer son attractivité touristique à l'échelle française et internationale. Et c'est comme ça qu'est venue progressivement l'idée de créer un incubateur de start-up spécialisé dans le tourisme en 2014
Et je me suis rendu compte avec stupeur que personne n'avait eu cette idée avant. Et donc, j'ai été le premier, alors je n'ai pas été seul, à avoir cette idée, à monter un incubateur. J'ai été évidemment soutenu par la ville de Paris, accompagné par de nombreuses personnes, dont Paris & Co, l'agence de l'innovation, qui m'a accueilli en son sein et où j'ai pu, à l'aide de méthodes d'innovation, d'incubation, monter cette structure. Ça a été une formidable aventure professionnelle parce que j'avais beaucoup d'autonomie et de pouvoir finalement bâtir ce projet ex nihilo, répondre donc aux attentes des entrepreneurs, mais aussi le faire en lien avec les industriels du secteur. Donc, mon modèle économique était basé à la fois sur des contributions de start-up, mais aussi sur la contribution de grands groupes du tourisme. Pendant 10 ans, ça a été une formidable aventure. Nous avons créé 1600 emplois nouveaux dans le tourisme à Paris. Nous avons accompagné 200 startups et j'ai pu exporter le modèle dans plusieurs métropoles mondiales, dont Mexico, Montréal, Oslo, Cotonou et Singapour. Voilà, donc c'est divers, exactement. Et puis ce beau projet s'est arrêté et j'ai ensuite évolué dans l'univers des médias. Donc, je suis aujourd'hui chez Reward Media, qui est un super groupe média très puissant, qui a beaucoup de titres, notamment des magazines en kiosque, mais également leurs équivalents dans le digital, parfois même en web TV, sur les réseaux sociaux, dont l'ensemble de l'audience recouvre plus de 37 millions de Français par mois. Donc, c'est un groupe avec une force de frappe importante. Et donc, je suis directeur du pôle tourisme de cette belle maison pour coordonner tous les aspects du tourisme en interne et vendre notamment nos prestations de brand content et de stratégie éditoriale auprès des professionnels du tourisme et des voyages qui souvent ont besoin d'un accompagnement de professionnels pour mieux communiquer en digital, pour produire leur propre contenu. Parce que quand on produit ses propres contenus, eh bien, on capitalise soi-même sur son actif et on est beaucoup moins dépendant de Google, qui est évidemment le gros sujet qui préoccupe l'ensemble de mes confrères et consoeurs. Voilà, donc c'est une nouvelle aventure. On a plein de projets passionnants, notamment le projet de créer une nouvelle chaîne de télévision et médias dans l'univers du voyage francophone, puisqu'il n'existe plus de chaîne de télévision dédiée au voyage depuis 3 ans. Et donc, on pense que là, il y a là un projet intéressant et innovant à bâtir. C'est riche, plein de choses diverses autour du tourisme en transverse, avec du coup cette passion que tu racontes qui est née un peu pendant tes études, si je reprends, à moins que tu aies intégré Montpellier avec déjà cette idée en tête, ou ça s'est vraiment créé pendant tes expériences à Montpellier ? Alors déjà, j'avais voyagé avec mes parents et j'étais vraiment intéressé par cette idée de découvrir d'autres cultures et quelque part d'en faire mon métier, mais c'était encore un peu flou. C'est grâce à l'école de commerce de Montpellier que les choses se sont précisées dans ma vocation. Encore une fois, par la connaissance en fait du monde économique que j'ai apprise grâce à Subdeco. Et puis aussi par cet investissement associatif grâce à la junior entreprise au bureau des élèves. Il y avait à l'époque, on avait été sollicité par l'école de commerce de Lyon qui produisait chaque année avec ses étudiants le Petit Paumé de Lyon. Qui existe toujours. Qui existe toujours et qu'il voulait exporter à Montpellier. Donc j'ai fait partie de l'équipe qui a bâti le Petit Paumé de Montpellier. On a constitué un guide pratique pour les étudiants et aussi pour les habitants, mais c'était en priorité pour les étudiants. Et j'ai bien aimé cette idée de pouvoir révéler les richesses d'un territoire, d'une ville, finalement, à ses habitants. Et pouvoir aussi permettre aux commerçants et aux acteurs économiques de cibler finalement un public parfois un peu volatile que sont les étudiants. Et j'ai vraiment aimé cette idée et cet univers de faire rencontrer un public et puis une offre. Donc cette première expérience m'a beaucoup marqué et c'est la raison pour laquelle, après mes études de l'école de commerce, j'ai souhaité finalement poursuivre une année supplémentaire
pour pouvoir me doter d'une connaissance sectorielle grâce au master en tourisme qui, à l'époque, était dirigé par un certain Didier Jourdan, qui était uniquement à l'époque directeur du master et qui est ensuite devenu directeur du groupe Montpellier Business School. Et là, j'ai appris beaucoup de choses également, évidemment, très intéressantes, notamment en matière d'ingénierie touristique, c'est-à-dire comment on construit progressivement une stratégie pour des entreprises ou pour un territoire, en anticipant finalement les besoins des consommateurs de demain et comment ensuite on bâtit finalement un plan d'action pour aménager des territoires, bâtir des équipements complémentaires, développer des produits, des services. Voilà, ça a été une année très riche et qui m'a permis ensuite, finalement, de trouver du travail dans le monde du tourisme et des voyages. Et de faire toute ta carrière dedans, avec une partie donc dans le privé, mais aussi dans le public. C'est vrai qu'en général, souvent, on a des carrières que publiques ou que privées. Comment ça se passe, du coup, le passage de l'un à l'autre, les différences un peu notables? Est-ce que c'est finalement, on s'en fait tout un monde et s'il n'y a pas une grande différence ou c'est des manières de procéder très différentes C'est des manières très différentes de procéder. L'univers et la culture d'entreprise est radicalement différente. Je ne peux pas dire que c'était quelque chose que j'avais prévu. Je n'avais pas d'opinion si je voulais travailler dans le secteur privé, dans le secteur public. Ça s'est fait très franchement par opportunité. Et les deux m'ont appris et m'apprennent toujours beaucoup. Mais ça m'a donné peut-être une richesse supplémentaire, c'est de pouvoir évoluer dans des contextes différents, avec des gens qui ne parlent pas le même langage, qui n'ont pas le même rapport au temps. Je pense que c'est ça beaucoup la grosse différence entre le public et le privé. Mais j'ai toujours conservé cette base solide, ce socle que l'école, encore une fois, de Montpellier m'avait doté, c'est-à-dire des références absolument fondamentales en matière de modèle économique, de business model, de service client, de répondre à l'attente des consommateurs ou des citoyens. Finalement, quelque part, peu importe du moment qu'on a vraiment en tête le service concret au client ou à l'usager et qu'on se met à sa place par empathie et qu'on essaye vraiment de façon très pragmatique d'y répondre. Mais c'est vrai que c'est un parcours peut-être un peu atypique. Je me rappelle très bien, ça va vous faire sourire, à l'époque où j'étais à l'école, je veux dire 90% de mes potes et des étudiants de ma promo ne rêvaient que d'une chose, et vraiment j'exagère pas, c'était de travailler dans des grands groupes, par exemple comme Danone, pour vendre des yaourts en supermarché. C'était vraiment le Graal, l'objectif number one de tous mes amis. Et moi, je me démarquais un petit peu à l'époque. Je voulais un univers professionnel, un secteur qui porte davantage de sens finalement à ma vie. Et le tourisme l'a donné parce que ça me donnait ce supplément de contact et de richesse culturelle avec d'autres cultures qui m'importaient. Voilà. Et je me rappelle très bien quand j'ai passé l'entretien pour entrer au master, après mes 3 années à Subdeco, on m'a bien dit, mais est-ce que vous vous rendez bien compte que dans l'univers du tourisme, c'est un univers où globalement vous allez gagner moins qu'en dans d'autres univers plus industriels ou de grands groupes? Et je leur ai dit oui, j'en suis conscient, mais ce qui m'importe, c'est vraiment l'intérêt du job. Et je l'ai fait vraiment en pleine connaissance de cause. Ok, c'est vraiment une belle passion qui se voit tout au long du parcours. Tu revenais sur l'incubateur touristique que tu as créé, Welcome City Lab, en étant donc au contact de beaucoup d'entrepreneurs et de startups. Tu parlais de 200 startups qui ont vu le jour et 1600 emplois, si j'ai bien retenu. Donc avec plein de beaux succès entrepreneurial. C'est quoi le succès des entreprises qui réussissent? Alors c'est une question complexe. Est-ce qu'il y a des patterns qu'on peut retrouver ou... Oui, bien sûr. Il y a d'abord une première clé de succès, c'est la bonne analyse du besoin, et qui ne doit pas uniquement reposer sur une expérience personnelle, parce que souvent c'est ça. On a fait une expérience malheureuse dans un univers, on se dit finalement il n'y a pas le service qui répond, donc je vais répondre à ce besoin, pensant que mon exemple personnel s'applique à tout le monde. Voilà, donc ça c'est en général une première erreur. Donc ceux qui ont complété leur expérience professionnelle par une vraie analyse des besoins et du marché
Ça, c'est une clé de succès. Une deuxième clé de succès, c'est la connaissance de la concurrence. Combien de fois j'ai vu des start-upers se lancer en disant « je vais créer le premier produit spécialisé ou qui répond à tel type de besoin ». Et en général, ça me faisait rire en lui disant « mon petit loup, ça existe depuis 3 ans aux États-Unis, 4 ans en Chine, 6 ans au Canada ». Donc, ton étude de marché a été mal faite ou mal complétée. Donc, c'est vraiment de trouver la spécificité du produit par rapport à un environnement concurrentiel. Troisièmement, c'est avoir la niaque, croire en soi, avoir une constance et une persévérance dans son projet, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup d'obstacles sur le parcours. Donc, il faut vraiment être persévérant. Je dois dire une chose aujourd'hui, c'est que ceux qui nous écoutent doivent se rendre compte de la chance qu'ils ont de vivre en France, on va dire dans les années 2020, entourés d'un écosystème de l'innovation extrêmement développé, avec des gens comme BPI France, comme Business France, comme des réseaux d'incubateurs, le réseau Initiative, le réseau France Entreprendre. Il y a maintenant beaucoup de réseaux, d'accompagnement, de business angel, de lieux, d'espaces de coworking, d'incubateurs ou d'accélérateurs qui sont des aides qui n'existaient pas il y a encore 15 ans. Donc, il y a eu un phénomène générationnel qui est cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui n'ont pas voulu suivre, comme nous le faisions il y a 30 ans, le parcours classique d'un étudiant qui ensuite va dans des grands groupes, mais tout de suite ont une fibre entrepreneuriale. Ça, je pense qu'il faut vraiment s'en réjouir. Et je pense qu'il faut le dire davantage, que la France est devenue un vrai pays d'entrepreneurs, ce qu'elle n'était pas forcément encore il y a 15 ans. Voilà, donc il faut vraiment, quand on est entrepreneur, avoir la niaque. Et aussi l'autre qualité, c'est de bien s'entourer de ce réseau, mais aussi de ne pas être seul, c'est-à-dire de monter sa boîte avec au minimum 1 ou 2 associés qui soient complémentaires dans les compétences, parce qu'on n'est jamais multi-compétent sur tous les sujets soi-même. Donc il faut vraiment être un petit groupe soudé pour pouvoir lancer son entreprise. Ok, c'est de bons conseils qui, j'espère, pourront inspirer certains qui nous écouteront à se lancer à leur tour. Du coup, cette belle aventure de l'incubateur arrive à son terme et tu décides de rentrer chez Reworld Media. On reste dans le milieu du tourisme, mais sur un pan complètement différent. Tout à fait. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que tu avais envie d'explorer à ce moment-là ? Parce que j'ai toujours eu une attirance pour les médias. Je pense que j'aurais adoré être journaliste ou reporter, et j'ai toujours eu cette attirance de fait de témoigner pour d'autres sur un sujet, de décortiquer finalement une actualité et d'avoir vraiment un esprit d'investigation, ce qui d'ailleurs malheureusement n'existe plus toujours dans les médias aujourd'hui. Et donc lorsque cette opportunité est arrivée, je l'ai saisie parce que ça correspondait donc à mon attirance pour l'univers de la presse, des médias, l'envie aussi de voir de l'autre côté du miroir comment finalement de l'intérieur on crée un média, on gère un média, on développe un média, on promeut un média, et donc Reworld Media m'a permis de réaliser ce souhait, avec cette opportunité de créer un pôle dédié au tourisme et au voyage. Donc ça a été une création de poste, car dans cet univers Reworld Media, sur les 80 magazines, à ce jour, il n'y en a qu'un qui soit dédié au voyage, c'est la marque média Envol, que nous réalisons entièrement pour Air France, donc le magazine, et puis sa déclinaison digitale est complètement à 60 degrés. Et l'idée, c'est de s'inspirer d'Envol et d'essayer de décliner cette idée avec d'autres acteurs du monde du tourisme et des voyages, et puis d'accompagner les professionnels, encore une fois, dans leur stratégie éditoriale, digitale. Reworld, finalement, et moi avions fait le même constat, c'est que les professionnels du tourisme aujourd'hui sont à la fois très digitalisés, c'est-à-dire très présents sur le web, mais finalement mal, parce que très Google dépendant, avec des achats de mots-clés et une stratégie de contenu relativement peu efficace. Donc là, nous, on agit finalement comme une agence. On les aide dans la définition et dans la mise en œuvre de la stratégie de production de contenu. Et ensuite, on peut la médiatiser, parce que ce qui est génial, c'est qu'on a les médias nous-mêmes. Et donc, on a des médias puissants, qui sont des médias affinitaires par passion,
On a des médias dans la déco, dans la science, dans le sport, dans la culture, dans la jeunesse, dans la cuisine. Donc voilà, on a tous les outils pour accompagner les pros du tourisme. Ok, donc vraiment une force de frappe très large. Tu parles de contenu de marque, c'est assez intéressant. En préparant cette interview, j'ai vu que tu avais un personal branding très fort aussi. Tu postes beaucoup sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur X, et une belle maîtrise des wordings qu'on retrouve sur toutes les publications à ton sujet. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours travaillé ou qui est venu un peu plus sur le tard ? C'est venu avec l'apparition évidemment des réseaux sociaux, mais ça n'a pas été réfléchi. Je n'ai pas mis en place une stratégie au départ. Ça m'a toujours passionné de pouvoir relayer voilà, ce que nous faisions sur les réseaux sociaux. Je me rappelle même cet appel téléphonique incroyable que j'ai eu un jour de Osaka qui avait vu depuis le Japon, la création du Welcome City Lab, de l'incubateur tourisme, dans les semaines qui ont suivi, et qui m'ont dit « Mais c'est génial ce que vous faites, on voudrait absolument avoir la même chose pour nos incubateurs, pour nos start-upers japonais du tourisme. » Et je leur ai dit « Mais comment est-ce que vous m'avez connu ?» On avait fait très peu de com et quasiment pas de com à l'international. Et ils m'ont dit « On vous suit sur les réseaux sociaux. » Voilà. Et donc, effectivement, c'est là que je me suis aperçu de l'impact considérable qui peut parfois même permettre aux gens de se passer de certains types de médias. Et donc, j'ai toujours tenu à les soigner. Et aujourd'hui, effectivement, je me retrouve avec une communauté de gens qui me suivent très importante, puisque j'ai 32 000 followers sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu l'équivalent de l'audience d'un journal professionnel. Et j'essaye toujours, en fait, d'apporter du contenu intéressant à ma communauté, aux gens qui me suivent, notamment en matière de nouvelles idées, d'innovation, de repérage de tendances. Voilà, j'ai toujours cette fibre tournée vers l'innovation, le repérage des tendances. C'est d'ailleurs ça qui m'a valu, dès 2014, de proposer l'idée de créer un cahier tendance de l'innovation touristique que nous avons publié au Welcome City Lab pendant quasiment 10 ans et qui finalement était un recueil des meilleures idées qu'on trouvait dans l'univers des startups qui nous parvenaient. Et on s'est dit avec le temps, mais finalement, toute cette riche matière dont nous disposons, on est quasiment les seuls à l'avoir. Et donc, ce qui serait intéressant, ça serait de la restituer aux professionnels du tourisme, de les informer de ce qui se passe, de ce qui bouge, de ce qui va les atteindre, de ce qui va les toucher. Et donc, on a lancé le premier cahier tendance de l'innovation touristique dans le monde en 2014. Et là aussi, ça a été une traînée de poudre. Ça s'est su très vite partout, notamment aussi à l'international. Et c'est ce qui m'a valu, finalement, quelque part, d'être repéré à l'époque par le nouveau ministre du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, qui avait trouvé l'initiative super et qui, du coup, m'a proposé la présidence de la commission Innovation et Tourisme du comité de filière tourisme national, qui ont été des années extraordinaires où j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice sur l'établissement d'une nouvelle stratégie touristique pour la France. Et ça a été une période extraordinaire. Ok. Beaucoup de choses qui en entraînent d'autres. Exactement. Et est-ce que là-dessus, tu aurais un conseil pour des personnes qui nous écoutent pour justement entretenir leur réseau et leur personal branding sur comment se lancer, un petit conseil à leur donner? Oui, d'abord, partez de vous, c'est-à-dire partez de vos passions. Des choses qui vous plaisent, qui vous font vibrer, parce que vous allez en parler avec une forme d'émotion, d'investissement qui va vous faire repérer. Les gens vous repéreront davantage que quelqu'un qui écrit de façon neutre et finalement parfois un peu insipide sur un sujet. Communiquez régulièrement, mais pas forcément trop. À la fois donner une information utile à votre public, des informations différentes, innovantes, et puis donner un petit commentaire personnel, une forme de subjectivité. Interrogez aussi, terminez par des questions, interrogez votre public, votre communauté pour savoir ce qu'ils en pensent, pour qu'ils puissent rebondir. C'est comme ça, évidemment, qu'on améliore ce qu'on appelle son taux d'engagement de sa communauté. N'hésitez pas également à passer par la vidéo et la photo, parce que, évidemment, c'est aujourd'hui ce qui fonctionne beaucoup. Voilà, c'est ce que j'aurais à recommander. Une régularité dans la communication, une communication pertinente, innovante, et toujours dans le but d'apporter du contenu nouveau et de la curiosité, des choses très innovantes et surprenantes à sa communauté.
C'est de bons conseils que j'espère d'autres mettront en pratique suite à ça. On va arriver, je pense, vers la fin de cet entretien. Pour finir, j'aurais une dernière petite question. Est-ce que tout au long de cette belle carrière, tu as eu un mentor ? Un ou plusieurs ? Oui, j'en ai eu un principal au début de ma carrière professionnelle, qui est Patrick Verlinde, qui est celui qui m'a embauché dans ce cabinet conseil en ingénierie touristique, C'était le France à l'époque. C'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément inspiré et qui m'a beaucoup formé au monde du tourisme. Ensuite, j'en ai eu une deuxième, une femme, qui m'a donné cette curiosité pour la prospective et l'innovation, qui s'appelle Josette Sixic, qui à l'époque avait un journal qui s'appelait Tourisme, Marketing et Communication, et qui aujourd'hui a toujours une newsletter qui s'appelle Futuroscopie, qui est spécialisée dans le repérage de tendances sociologiques du monde du tourisme. Voilà 2 personnes qui m'ont énormément inspiré. Mais encore une fois, je remercie l'école de commerce de Montpellier de m'avoir apporté à la fois le socle de connaissances du monde du business, de l'entreprise et de l'économie, et de m'avoir permis aussi par mon investissement associatif finalement de développer une passion pour un secteur d'activité dont j'ai fait ensuite mon métier. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Merci. La voix des alumni. MBS. Une production Studio Moya. Studio Moya.